J'aborderai un sujet qui va mettre en relation trois personnes. Les filles de maison, communément appelées servantes nounous, que moi je préfère appeler des assistantes de vie, parce que c'est réellement ce qu'elles sont, des assistantes de vie. Les maîtresses de maison, les femmes dans les maisons qui sont leurs patronnes. Et le troisième acteur, l'homme de la maison, l'époux, le mari et donc la patronne de la fille de maison, de l'assistante de vie. Et je veux m'appuyer sur un film que j'ai regardé parce que ce film-là, c'est ce que vivent plusieurs assistantes de vie dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, dans ce film, on voit une amie. Donc, on dira que dans le film, il y a un couple dans une situation financière très suffisante qui a besoin d'une aide, d'une assistante de vie. Et la meilleure amie de l'épouse va dans son village et demande aux parents qu'elle a là-bas de lui donner une de leurs filles en promettant que la jeune fille va venir travailler chez une de ses amies et qu'elle va continuer sa scolarité en cours du soir. Donc, c'est un genre de fille au père. La jeune fille, effectivement, est ramenée en ville. Elle va la donner à son amie et elle fait promettre à son amie de permettre à la jeune fille de continuer sa scolarité. En retour, elle travaillera chez elle, elle s'en occupera comme une fille. La jeune fille continue ses cours en cours du soir tout en s'occupant de la maison, faisant les tâches ménagères et tout. Il se trouve que la maîtresse de maison est méchante. Oui, méchante parce que à la moindre réprimande qu'elle fait à son assistante de vie, à sa servante, suivent des coups. Elle frappe la jeune fille, pour ne pas dire qu'elle la bat. Elle a tellement battu une fois que la jeune fille s'est prise la tête sur un meuble et s'est évanouie. Son mari, qui a été témoin de la scène, a rapidement emmené la petite à l'hôpital et les médecins, après avoir examiné la jeune fille, ont dit au mari, la jeune fille est couverte de bleu. Donc, vous voyez comme vous recevez des coups, ça laisse des taches, la coagulation du sang au niveau là où vous avez reçu le choc. Donc, elle est couverte de bleu et vu que c'était l'ami du monsieur, il lui a dit, je ne cherche pas à comprendre, mais je t'interpelle fortement. Dis à la personne qui bat la jeune fille de ne plus le faire, parce que la prochaine fois, ça peut être plus dramatique que cela. Le monsieur est rentré chez lui, il a encore fait des réprimandes à sa femme, et vous savez, j'ai même oublié, elle a battu la jeune fille jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse parce que le monsieur s'était rendu compte qu'elle avait battu la jeune fille parce que la jeune fille avait un œil au beurre noir. Donc, quand son mari a appris cela, il est parti vers elle pour lui demander, mais pourquoi, pour quelle raison tu bats la petite, tu n'as pas le droit de le faire. Si tu n'es pas contente de son travail, tu la réprimandes, mais tu ne la bats pas. Et lorsque son mari lui a fait ce reproche-là, elle s'est dit, ah bon, donc elle est venue faire des rapports contre moi. Et là, comme une furie, elle se jette à nouveau sur la petite jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. La petite revient à la maison. Un soir, madame, qui est chrétienne, hein, oui, parce que dans le film, elle est chrétienne. Et vraiment, j'explique ce film-là parce que plusieurs se reconnaîtront à l'intérieur de cette histoire-là. Elle se dit chrétienne, mais voici les comportements qu'elle a. Voici les traitements désobligeants, voici la maltraitance qu'elle inflige à la personne qui prend soin de sa maison. Parce que dans le film, c'est une femme qui ne rentre pas à la cuisine, qui ne fait absolument rien. Tout est fait de A à Z par cette jeune fille-là. Mais elle se permet pourtant, en tant que chrétienne,
de lui infliger de mauvais traitements. Et ça, il y en a légion. Je continue de raconter le film. Madame la chrétienne dit à sa servante qu'elle va à une veillée de prière. Donc, elle s'en va. La jeune fille doit attendre que le monsieur, que son patron revienne avant de partir se coucher. Donc, elle reste au salon pour attendre son patron de peur que, si elle est dans la chambre, quand il va sonner, elle ne puisse pas entendre la sonnette. Donc, elle reste au salon, elle reste là, évidemment, elle s'endort vu que le patron est rentré à des heures super tardives. Le monsieur rentre de sa sortie, il a bu. Dans un excès d'alcoolisme, il abuse de la jeune fille. Il viole la jeune fille parce que quand je dis qu'il abuse, ça fait un peu joli. Il a violé la jeune fille. Là encore, quelqu'un me dira, il était sourd, c'est pourquoi. Quand on sait qu'on ne peut pas se contrôler, on ne boit pas. Quand on veut boire un verre d'alcool, 2 verres, vous devez vous mettre des limites. Parce que être en état d'ivresse, c'est la boîte de Pandore à commettre tout, n'importe quoi et même l'irréparable comme ce viol. Non seulement ça, la femme la bat à tort et à travers comme elle veut et ensuite, maintenant, c'est le mari qui la viole. Quand on regarde le film, on se rend compte après que ça n'a pas été simplement qu'une seule fois. Après ce viol-là, il a pris goût. Oui, le mari a pris goût et il a continué à abuser de la jeune fille. Vous m'écoutez et je sais que plusieurs se reconnaissent là-dedans. Parce que des servantes qui sont abusées par leur patron, des servantes qui sont abusées par les fils de la maison, il y en a légion. Quelqu'un peut-être en train de dire, oui, mais elles-mêmes aussi, elles font des mauvaises choses. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler des mauvaises choses que font vos domestiques. Ou du moins, je ne suis pas encore arrivée à cette partie-là. Je suis en train de vous expliquer cela pour que certains comportements de patron, pour ne pas dire de maître, parce que frapper son domestique, frapper son employé, vous n'êtes plus un patron, vous êtes un maître et vous considérez votre domestique comme une esclave. Cette femme-là, elle considère sa servante comme une esclave et le monsieur, il considère cette servante-là comme une esclave sexuelle parce qu'il s'adonne maintenant à cœur joie. Quel drame! Quel drame! Le film se poursuit et comme on sait, ce qui doit arriver arrive. Quand on fait clopin, clopin, la, quand on fait les chats noirs, quand on fait ce qu'on doit faire uniquement avec sa femme pour avoir des enfants et qu'on va faire ça avec quelqu'un d'autre, ce qui doit arriver arrive parfois. La jeune fille, évidemment, se retrouve enceinte. Étant enceinte, elle-même tellement naïve, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était enceinte. L'ami de sa patronne qui l'a fait venir dans la maison vient visiter son amie. Et pendant qu'elle parle avec l'amie de sa patronne qui semble être entre les 3 personnages que j'ai décrits, celle-là qui est beaucoup plus avenante, bienveillante, qu'elle croyait être son ange gardien, elle était en train de discuter avec elle pour lui dire que pour lui annoncer qu'elle venait d'avoir son bac, qu'elle avait obtenu son bac et qu'il fallait qu'elle puisse demander à sa tantie, à sa patronne qu'elle appelle tantie, de bien vouloir faire les démarches pour qu'elle puisse avoir accès à l'université. Et pendant qu'elle parlait avec la dame, elle a eu de la nausée. Donc, ça a interpellé la dame. La dame lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Et naïvement, elle dit non, que ces derniers temps, quand elle se lève, elle voit qu'elle a des nausées et tout, elle se sent pas bien, peut-être que c'est la fatigue. Et la dame qui tout de suite percute
ce qui semble se passer, lui demande, c'était quand la dernière fois que tu as vu tes menstrues? Et c'est là que, comme si quelque chose venait de sauter de sa tête, elle réalise que, ah, mais en même temps, elle rentre en panique et réalise que oui, ça fait quelque temps qu'elle n'a pas vu ses menstrues. La dame lui demande automatiquement avec qui tu as des rapports, parce que ce que tu me décris là semble être un état de femme enceinte. La fille sait effectivement qu'elle a des rapports. Elle est mal à l'aise, elle est gênée de pouvoir dire que oui, c'est vrai, elle a des rapports sexuels, mais c'est avec son patron, le mari de sa copine. Donc évidemment, la dame la cuisine. Dis-moi qui c'est, dis-moi et tout. Et la fille finit par s'effondrer et de lui dire, c'est avec tonton. Ah, ah. La dame, finalement, elle est complètement désarçonnée et elle demande à la jeune fille, mais est-ce que ta patronne sait ça? Elle dit quoi? Déjà, même que pour un oui, pour un rien me bat, si jamais je venais lui dire ce que son mari me faisait, elle allait me tuer, elle n'allait pas me croire. Donc, voici une jeune fille qui se trouve là, sans force et tellement marquée moralement qu'elle s'enfuit même pas. Bon, vous me direz, nous sommes encore dans le scénario, c'est le film. Mais dans la réalité, il y a certaines personnes qui sont abusées comme ça. Et je vous assure, qui n'ont même pas la force. C'était comme si une partie de leur réflexion avait été occultée. Elles ne réalisent même pas que la porte est ouverte et qu'elles peuvent s'enfuir. Tellement psychologiquement, elles sont atteintes. Puis ça arrive. La dame, je reviens à mon film, la dame prend la jeune fille, elle l'emmène à l'hôpital pour aller vérifier. Effectivement, la jeune fille est enceinte. Et là, elle dit à la jeune fille de n'en parler à personne. Elle se soucie de sa copine qui va être complètement peinée si elle apprend, elle découvre ce scandale-là. L'état de la jeune fille qui se fait battre, qui s'est fait violer et qui se retrouve enceinte, ça ne compte que pour du beurre pour la femme en question. Aucune compassion pour cette jeune fille-là. Tout ce qui la préoccupe, c'est qu'il ne faut pas que sa copine apprenne cela, sinon peut-être sa copine va divorcer. Il faut qu'elle protège le mariage de sa copine. Mais de quel mariage on parle? Vous m'écoutez, vous me regardez et vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Tu envoies une jeune fille pour venir travailler quelque part. Tu as la responsabilité de cette jeune fille-là aussi. Elle t'explique tout le mal qu'elle vit et toi, mais de façon égoïste, la seule chose qui te préoccupe, c'est que faut pas que ta copine apprenne, faut pas que le mariage de ta copine se gâte. Mais de quel mariage on parle? De quel mariage on parle? Où le mari couche avec la servante, ou du moins où il viole la servante continuellement. De quel mariage on parle? Où la maîtresse de maison qui dit être chrétienne maltraite la personne qui lui donne à manger, qui fait son ménage, qui fait son linge, tout, tout. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il y a à sauvegarder? Quelle est cette pourriture que tu veux enjoliver? Et donc, elle exige que la jeune fille se fasse avorter. Non. Viol, maltraitance physique et morale, meurtre. Oui, parce que l'avortement, c'est un meurtre. J'assume ce que je dis. L'avortement, c'est un meurtre. Elle va trouver le mari de sa copine pour lui dire que je suis informée de ce qui se passe chez toi et que la servante est enceinte.
Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il a de l'argent, comme beaucoup qui me regardaient. L'argent fait tout sur cette terre, malheureusement. Pas souvent, pas toujours de belles choses. Il achète le silence de l'ami de sa femme et il lui remet une forte somme d'argent pour ne pas qu'elle en parle et surtout pour financer l'avortement de la servante. La servante dit à la dame, j'ai déjà trop souffert, je me sens suffisamment sale, remplie à la limite de péché pour venir encore aggraver mon sort en allant tuer mon propre enfant. Pardonnez, tanti, pardon. Fais-moi retourner au village tout simplement. Je ne vais plus jamais revenir dans cette maison. Je ne veux même pas que on s'occupe de l'enfant qui est dans mon ventre. Laissez-moi partir. Je veux retrouver simplement ma paix. La dame dit pas question. Égoïsme. Parce qu'elle dit à la jeune fille, j'ai promis à tes parents que tu serais dans de bonnes conditions. Donc si tu retournes là-bas avec une grossesse, ça va clasher. Donc tu peux pas retourner en famille avec cette grossesse-là. C'est même inadmissible même que tu puisses garder cette grossesse. Pas question. Elle oblige la jeune fille à boire un breuvage traditionnel pour avorter. Ah, vraiment, ce film-là, je l'ai suivi à chaque minute avec beaucoup de peine dans mon cœur parce qu'au-delà du film, j'ai réalisé que ce qu'on a narré dans ce film-là, c'est la réalité que vivent beaucoup de jeunes filles dans des maisons feutrées, dans des grosses villas et même dans des bidonvilles. Parce qu'il n'y a pas que dans les grosses villas qu'on fait des conneries. Même dans les bidonvilles aussi, dans les bas quartiers, là, on fait ça aux jeunes filles qui viennent travailler là-bas. Elle oblige donc la servante à boire ce breuvage-là pour avorter. Évidemment, elle perd la grossesse. Malheureusement, ça ne se passe pas comme la dame avait voulu parce que les breuvages, on ne sait pas comment c'est composé, ça fait des dégâts. La fille a dû se retrouver à l'hôpital et tout et tout. Finalement, ça s'est terminé par un curettage et tout et tout. Mais les médecins ont dit que la décoction qu'elle a bu a créé trop de dégâts. Donc, ils ont dû enlever en même temps que les restes de l'enfant dans son ventre. On a dû lui enlever aussi l'utérus. Et donc, cette jeune fille-là, plus jamais, elle ne pourra avoir d'enfant. Ah, c'est terrible, c'est dramatique, ça fait mal. La maîtresse de maison, elle est au courant de rien. Le monsieur, il continue son forfait. Parce que bien qu'elle ait avorté, elle est retournée encore dans cet environnement-là. Et la femme et le monsieur, chacun a continué de faire du mal à cette jeune fille-là. Vous savez, je dis souvent, personne, mais vraiment personne n'a le monopole du mal. Oui. Quand tu fais du mal à quelqu'un, il ne faut pas croire que parce que la personne n'a pas réagi aujourd'hui, demain, après-demain, le jour d'après, pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, la personne ne dit rien. Même si on dit tu n'es pas intelligent, arrivé un moment, il faut t'arrêter de faire le mal à cette personne. Il faut faire ton mea culpa et puis t'arrêter de demander pardon. Parce que la personne qui semble faible à tes yeux, qui ne réagit pas, tu ne sais pas dans ce silence qui est lourd, où toi tu prends ce silence-là pour une faiblesse, tu ne sais pas ce que la personne est en train de mûrir dans son cœur. La jeune fille qui a appris qu'elle n'allait plus jamais avoir d'enfant de toute sa vie, a décidé que trop c'en était.
et que complètement désarmée, sans ressources, qui allait lui rendre justice? Elle a décidé évidemment de se rendre justice elle-même. Vous savez ce qu'elle a fait? Toutes les trois personnes, le mari, sa femme et la meilleure amie de la femme de Maison, elle les avait étiquetées comme les trois personnes qui avaient détruit sa vie. Et elle a fomenté un plan, mais vraiment machiavélique. Sa patronne devait recevoir sa meilleure amie. Et évidemment, quand la femme arrive, elle demande qu'on lui serve à boire. Et la maîtresse de maison, pleine d'attention pour son amie, a acheté une brique de jus spécialement pour son amie parce que c'est ce qu'elle aime. La jeune fille a acheté aussi du poison. Elle a pris une seringue, elle a percé la brique de jus, elle a mis le poison à l'intérieur. Dès que la dame a bu une gorgée de jus, elle a commencé à avoir mal au ventre, à cracher du sang. Panique. Évidemment, la jeune fille, elle a simulé l'inquiétude aussi avec sa patronne. Sa patronne a pris évidemment son ami paniqué, l'envoya à l'hôpital. Résultat, son ami est décédé. Non, la jeune fille, elle a réfléchi sur son coup, quoi. Elle a fait d'une pierre trois coups. Vous allez comprendre. D'une pierre trois coups. La meilleure amie de sa patronne, qui l'avait prise du village pour l'emmener là et qui l'a forcée à avorter, elle l'a tuée. Quand elle a fini de la tuer, évidemment, ça s'est passé où? Elle a bu du jus qui a été empoisonné chez son amie. Donc, effectivement, il y a une enquête qui s'ouvre. On mène l'enquête, on vient perquisitionner. Quand on questionne la maîtresse de maison, le mari de la femme lui dit: lorsqu'on te posera des questions, ne dis surtout pas que lorsqu'elle est arrivée chez nous, tu lui as servi à boire. Lorsqu'on questionne la femme, évidemment, elle explique ce qui s'est passé en se gardant de dire que sa meilleure amie avait bu chez elle. Les investigateurs reviennent questionner évidemment la fille de maison et comme c'était un plan bien préparé pour elle, elle explique que celle qui est décédée était très gentille et ce jour-là, quand elle est venue, sa patronne a acheté une boisson spécialement pour elle qu'elle lui a donnée. Donc la police se rend bien compte que la patronne de maison nous a menti. Ils prennent un mandat pour perquisitionner la maison de la dame. Ils fouillent. Ils tombent dans le sac de la dame. Ils trouvent une seringue avec évidemment un liquide dans un sachet qui est attaché. On embarque la dame pour la police. Il faut examiner le liquide. C'est le même poison qui a tué son amie. Donc, elle est incarcérée. Jugée, condamnée pour meurtre avec préméditation. C'est fort, hein? Ce film-là, il est fort. Mais je suis sûre que certaines personnes ont décidé aussi de se venger comme ça. C'est mal. Ce que la servante a fait, c'est très mal. Nul n'a le droit de se faire justice. Nul n'a le droit d'ôter la vie à un autre être humain. C'est mal. Le mari complètement abattu. Donc là, je vous ai dit d'une pierre deux coups. Elle a tué l'ami de sa patronne. Elle a fait mettre sa patronne en prison. Le monsieur complètement désarçonné, puisqu'il aime boire. Tellement de difficultés et de chocs en même temps. Évidemment, l'alcool, c'est aller bon train. Elle a fait un cocktail encore. Dans l'état d'ivresse du monsieur, elle lui a fait prendre des médicaments et elle a tout aiguisé arrangé la scène
pour que ça prête, mais vraiment bien, à un suicide. Le monsieur est mort. Quand la police est arrivée, ils ont conclu à un suicide. Elle est sortie de la maison comme ça. Elle dit, elle s'en va. Elle est partie. Et elle entre en plein questionnement dans le film où elle dit, oui, les gens peuvent la juger, mais tout le mal qu'on lui a fait, qui allait lui rendre justice, elle ne croit pas au karma, donc elle-même, elle a décidé de se rendre justice. Et j'ai bien aimé la fin du film parce que à peine elle finit de son questionnement, qu'une voiture arrive et la percute, elle meurt. J'ai bien aimé la fin du film parce que rien ne peut rester impuni sur la terre. C'est vrai, ses patrons ont mal agi, ses patrons lui ont fait du mal, mais elle n'avait pas le droit d'attenter à la vie de cette dame-là, de tuer et l'ami et le patron, de faire mettre sa patronne en prison. Elle a mal agi. Je vous compte ce film-là vraiment pour inviter les uns et les autres à ne pas maltraiter vos domestiques. Ça peut être, aujourd'hui c'est la domestique, mais parfois on a des personnes dans nos maisons, parce que ces personnes-là vivent chez nous, ça peut être peut-être les enfants de mon mari, ou bien c'est l'enfant de ma femme, ça peut être un neveu, ça peut être une nièce, ça peut être quelqu'un qui vit chez toi, parce qu'elle est dans le besoin de cet abri-là, de ce logis-là. Mais tu maltraites la personne. Vous maltraitez vos servantes. Certaines femmes les battent, des hommes qui abusent. C'est mal, ne faites pas ça. Arrêtez de faire du mal à autrui. Parce que quand la personne veut décider de se venger, on peut aller dans toutes sortes de travers, de mal en pire. Je voudrais m'adresser aussi aux servantes. S'il vous plaît, vos patrons n'ont pas le droit de vous battre. Si votre patronne vous bat, si votre patron abuse de vous, vice-versa, allez à la police porter plainte. Ne restez pas là à subir les mauvais traitements pour que à la fin, vous deveniez des meurtrières, des sorcières et j'en passe. N'acceptez pas d'être battus, ni par vos patrons, ni par leurs enfants. N'acceptez pas les actes de maltraitance. Allez porter plainte. Si c'est trop difficile pour vous de porter plainte, prenez vos bagages et partez. N'attendez pas d'arriver à un niveau où vous êtes tellement apeuré, traumatisé que vous n'avez plus votre libre arbitre pour prendre des bonnes décisions. Quelle que soit la maltraitance, elle n'est acceptable par personne. Mesdames qui maltraitez vos servantes, j'espère que vous allez en prendre de la graine. Je trouve que c'est vraiment manquer de jugeote. Quelqu'un qui prépare pour toi, tu la maltraites, tu l'insultes, tu la molestes, tu la bats. Et puis elle va rentrer dans ta cuisine. Mais tu t'attends à quoi un matin? Mais elle va t'empoisonner. Certaines vont à cracher même dans la nourriture parce qu'elle n'a pas le courage de te gifler quand il la gifle. Elle va faire du mal à ton enfant peut-être. Donc pourquoi? Tu embauches quelqu'un pour te servir. Si tu n'es pas satisfait de son travail, tu la vires, tu la renvoies et tu en prends une autre tout simplement. Mais tu n'as pas le droit de maltraiter, de la molester, de la battre, de la traiter comme une esclave ou comme un animal. Mesdames parfois dans leur grosse voiture, mesdames parfois qui se disent chrétiennes mais qui sont méchantes, foncièrement méchantes. Arrêtez de maltraiter les gens qui sont sous votre toit. Et les gens aussi qui se font maltraiter, vous avez d'autres recours. Il y a la police, il y a les voisins, il y a même vos parents. Allez en parler. Ne partez pas commettre des actes ignobles. Ne vous transformez pas en criminel. Parce que si vous aussi on vous attrape, vous allez partir en prison. Parce que tuer quelqu'un, c'est puni par la loi. Au-delà de la loi, c'est mal. C'est mal. On ne tue pas quelqu'un. La vie est précieuse. Quels que soient les motifs, quelle que soit votre raison, vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un. Vous finirez en prison.
Et vous finirez même de grâce. Arrêtez de vous maltraiter. Arrêtez de faire du mal aux uns et aux autres. Respectez vos domestiques, respectez vos patrons. Oui, on peut dire à quelqu'un, je ne suis pas contente de toi, sans pour autant porter main à cette personne. La violence, quelle que soit sa forme, est mal, est dangereuse, est pernicieuse. Quand on ouvre le cycle de la violence, on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter et comment ça va s'arrêter. Autant ne pas commencer ce cycle de violence-là.